Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui avec Bruno pour la nouvelle capsule L'œil du coach, épisode 189 du podcast À côté de mes pompes, dans lequel nous allons aborder un sujet crucial de la préparation et de l'entraînement, à savoir comment atteindre son pic de forme. Alors sans plus attendre, je vous laisse déguster cette petite capsule, c'est L'œil du coach en compagnie de Bruno Heuby. Bonne écoute à vous. Bonjour Bruno, on se retrouve pour une capsule L'œil du coach avec aujourd'hui une question qui va parler aux personnes qui sont en préparation d'un objectif, marathon, semi-marathon, 10 km. Comment définir le pic de forme ? C'est une notion qui est importante pour les coureurs et sur laquelle je vais te laisser apporter tes réponses. Bonjour Sébastien. Oui, ça c'est un petit peu l'objectif et l'obsession, je dirais, de l'entraîneur. C'est arriver à préparer le coureur pour qu'il soit vraiment au top de sa forme à la date voulue. Et ça, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément facile. Alors déjà, chaque coureur est différent. Il y en a qui aiment bien s'entraîner l'hiver et qui vont préparer un objectif en avril, d'autres pour lesquels il n'est pas question de sortir quand il fait froid, et à l'inverse, d'autres ne veulent pas courir l'été et ont du mal à préparer un objectif au mois de septembre, octobre, et à l'inverse, en bref. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de tenir compte, je dirais, du rythme personnel du coureur, repérer à quel moment il a des facilités pour se préparer, à quel moment il se sent aussi, lui, dans l'année, plus en forme, et ça va dépendre, bien évidemment, du métier et du rythme de vie que l'on a. Moi, voilà, on est enseignants tous les deux. Combien de fois j'ai vu des collègues ou des gens qui travaillaient dans l'éducation nationale, alors bien évidemment sans vouloir juger, mais qui se retrouvaient au mois de septembre et qui étaient en pleine forme et qui arrivaient et qui, quand on leur demandait de faire un objectif au mois de juin, était complètement hors de forme. Donc voilà, après ce sera différent évidemment en fonction du métier. On ne parle que de ce qu'on connaît bien, ce qui est le cas pour nous deux. Donc ça, c'est déjà la première des choses à faire, c'est tenir compte du contexte particulier du sportif. Ensuite, le mot qui me vient tout de suite à l'esprit quand on parle de pic de forme, c'est planification. C'est-à-dire que arriver en forme, ce n'est pas s'entraîner de manière linéaire et continue. Si on s'entraîne de manière linéaire et continue, il y a un moment où on va être en forme, et puis ensuite, derrière, il y a un moment où on sera en méforme. Donc ça, c'est la performance coup de bol. Il vaut mieux éviter la performance coup de bol, où toutes les planètes sont alignées. Il faut essayer de faire en sorte que l'alignement, on l'ait un peu en capacité, qu'on soit un peu en capacité de le maîtriser. Donc c'est l'alternance de phase de charge et de phase de décharge. Donc il y a un principe que j'aime bien, c'est la progressivité. Donc on va alterner des cycles d'entraînement où on va s'entraîner de plus en plus et des phases où on va s'entraîner de moins en moins. Et la durée de ces phases doit permettre logiquement d'arriver en forme au moment de l'objectif. Alors là, il y a une pédagogie à apporter au coureur qui va se dire là je cours de moins en moins, mais je me sens de plus en plus en forme. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que tu peux pas me rajouter une séance supplémentaire ? Ça fait partie de cette planification. On est sur une visibilité à combien de semaines, à combien de mois. On peut avoir une planification sur l'année pour définir ce que tu disais tout à l'heure, ces pics de forme avec une saisonnalité. Moi, je sais que je suis plutôt performant à l'automne et au printemps, même si j'aime bien et je me suis beaucoup entraîné pendant cet été, justement pour préparer ces courses de l'automne. Mais comment expliquer à l'athlète qu'il va falloir moins courir pour derrière être plus performant ? Oui, là c'est toute la pédagogie et toutes les échanges, toute la communication qu'il faut faire avec le sportif. La première des choses à faire, c'est se mettre devant une feuille blanche et de se dire voilà, quels sont les objectifs que je vise cette année ? On va en déterminer un, c'est mon objectif prioritaire, peut-être 2, 3. Après, ça va dépendre du type d'objectif. Si on vise des 10 km, oui, on peut en faire 5, 6 dans l'année. Si ce sont des 100 km, on ne pourra pas en faire 5 ou 6 dans l'année. Donc, en fonction déjà du profil du coureur, en fonction des spécialités qu'il vise, on va commencer à mettre un peu de contenu dans cette planification
à l'année. Et ensuite, une fois qu'on aura fixé les 1, 2 ou 3 objectifs principaux, on va faire, moi je fonctionne comme ça, je fais un rétro-planning, c'est-à-dire qu'en fonction de l'objectif qui est déterminé à telle date, on va mettre en place une préparation spécifique dont la durée va varier selon le type d'épreuve. Moi je recommande 8 semaines pour un 10 km, 9 semaines pour un semi-marathon, 10 semaines pour un marathon et au-delà. Souvent, les gens s'adressent à moi en disant, je vais préparer un marathon sur 12 semaines. Pourquoi 12? Je sais pas, parce que c'est ce qu'on voit un peu partout. Si on prépare un marathon sur 12 ou 14 semaines et qu'on arrive au moment de l'échéance rincé parce qu'on s'est trop entraîné, ça ne sert à rien. Donc, moi, je m'appuie, je ne suis pas contre la science, mais je ne me considère pas comme étant scientifique. Par contre, ce que le terrain me renvoie est très important et j'en tiens compte. Par exemple, quand je me suis lancé sur 100 km et que j'ai commencé à entraîner des gens sur 100 km, je me suis rendu compte que la phase de relâchement, puisque on va parler de planification, dans la planification d'un objectif, il y a aussi des phases spécifiques et des phases de préparation générale. Il y a toujours une phase de relâchement avant l'objectif, c'est ce dont tu parlais. Et je me suis rendu compte en faisant du 100 km, par exemple, que la phase de relâchement qui était la plus efficace, pour moi, pour Pascal Fétizon, pour les gens que j'entraînais, c'était 3 semaines. Et je me suis rendu compte que pour des marathoniens qui préparaient sur 4h30, 5h, 5h30, ce qu'on faisait habituellement, moi j'ai commencé à faire ce que tout le monde faisait, j'ai rien inventé, je me suis servi de ce qui existait, c'était plutôt une phase de relâchement de 15 jours. Moi j'avais des retours de coureurs qui me disaient « je suis encore fatigué ». J'ai donc appliqué cette phase de relâchement de 3 semaines de manière systématique à toutes les épreuves, marathon et au-delà. Et ça marche très bien. Mais là, effectivement, expliquer à un sportif qu'il va s'entraîner de moins en moins 3 semaines avant son objectif, ça nécessite de la pédagogie, ça nécessite de donner du sens. Mais le but du jeu, c'est d'arriver le jour J avec la plénitude de ses moyens. Donc voilà. Et puis après, une fois que cette phase de relâchement, elle est déterminée, les macro-cycles de 3 semaines alternés avec une semaine de relâchement, c'est ce que je pratique pour tout le reste, en fait. Donc, en fait, la différence, elle va être surtout dans la phase de relâchement. Et après, ce seront des alternances de cycles. 3 semaines de montée en charge, 1 semaine de relâchement, 3 semaines de montée en charge, 1 semaine de relâchement. Alors, ce pic de forme, concrètement, comment on pourrait le définir? C'est à ce moment-là où l'athlète est en pleine possession de ses capacités, qu'elles soient physiques, physiologiques, mentales. Toutes les planètes sont alignées pour que le jour J, tout se passe correctement. Voilà, c'est ça. Et tu as bien fait de préciser un mot, une partie de la préparation qui est très importante, c'est mental. Moi, j'aime bien dire à l'athlète, si vous êtes en manque, si vous avez envie, si cet objectif vous donne vraiment envie d'y aller, c'est bon signe. Je vois trop souvent de sportifs arriver fatigués physiquement, mais aussi mentalement, épuisés par une préparation trop longue et qui ont une forme d'angoisse au moment de se lancer. Au fur et à mesure que l'objectif approche, c'est pas normal. Il faut avoir envie, il faut avoir faim, il faut être en manque, il faut vraiment avoir cette appétence à vouloir se mesurer à cet objectif qu'on prépare depuis des semaines. Donc ne pas hésiter à faire une phase de relâchement suffisamment longue et alterner les phases de charge et de décharge. Et là, la progressivité, c'est vraiment le maître mot. C'est difficile en quelques minutes d'expliquer tout ça, mais quand on prépare un marathon, par exemple, puisque le marathon, je pense que nos auditeurs se retrouveront tous sur cette épreuve-là, oui, on n'arrive pas dans des grosses phases de charge 3 semaines avant l'objectif, parce que 3 semaines avant l'objectif, on est sur la plus grosse phase de charge. On n'arrive pas à supporter ces charges si en amont, on n'a pas préparé le terrain, on n'a pas préparé l'organisme, on n'a pas été progressif dans toutes les séances, que ce soit des séances de VMA, que ce soit des séances d'EMA, que ce soit des séances spécifiques. Donc tout ça, c'est une alchimie, c'est une recette, c'est une préparation qu'il faut respecter. Ce pic de forme, Bruno, il va durer combien de temps? Quel est le laps de temps qui s'offre à nous pour que l'on puisse, toi, comme un surfeur, être sur cette vague de la forme optimale et derrière pouvoir remplir ses objectifs? C'est difficile de maîtriser complètement cette durée, mais elle ne dure pas plus que quelques semaines. On n'arrive pas à être au sommet de sa forme plus que quelques semaines. Et quand on est très pointu dans la réalisation d'un objectif, je dirais que le but du sportif, ceux qui préparent les championnats du monde à Budapest, ont pour objectif d'être prêts cette semaine, et pas la semaine dernière, et pas la semaine prochaine. Et ceux qui prépareront les Jeux Olympiques l'an prochain, c'est la même chose. Donc, plus
on est sur du haut niveau, plus on est sur de la précision et sur une phase de forme qui est vraiment très 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 réduite. C'est une semaine, c'est 15 jours, et quand on est au sommet de sa forme, derrière forcément les capacités physiques commencent à décliner. Justement, par rapport à ces objectifs, j'ai expérimenté dans le passé une course qui était en préparation, mon objectif principal. Et puis, une semaine, 15 jours après, j'avais une course qui n'était pas forcément prévue. C'est un peu une course d'opportunité. Et c'est bien souvent sur ces secondes courses où j'ai réalisé de belles performances. Là, on surfe à nouveau, si j'utilise cette expression un peu triviale, sur le pic de forme qui se prolonge, comme tu disais tout à l'heure, sur quelques semaines. C'est peut-être l'occasion d'accrocher un dossard qui n'est peut-être pas forcément aussi important que l'objectif majeur, mais qui peut offrir quand même de belles opportunités de chrono. Ouais. C'est ça. Ça, c'est la notion de surcompensation. C'est-à-dire qu'après avoir réalisé son objectif, après avoir beaucoup sollicité son organisme, il y a une petite fenêtre derrière où l'organisme va rembourser un peu, va continuer à être dans un état de forme, mais derrière, tout de suite, il va falloir payer la note. Et c'est là, souvent, qu'on observe cette phase de méforme qui va suivre la performance. Donc, cette petite fenêtre que tu décris, il faut essayer d'en profiter. Ça marche pas toujours, ça marche pas tous les coups, mais il y a effectivement une phase durant laquelle on est en surcompensation. Ce d'autant plus si on a réussi son objectif. Hein, il y a comme une espèce de forme d'euphorie. Moi, je me souviens d'un 100 km que j'avais couru et vraiment très bien réussi au championnat du monde. La semaine suivante, c'était les championnats de Champagne du 10 000 mètres sur piste. J'étais dans l'euphorie totale. Je l'ai fait, j'ai réalisé une très bonne performance. Et j'avais noté que du coup, j'avais surfé sur cette vague, mais la phase de sous-compensation, la phase de récupération a été beaucoup plus longue qu'elle ne l'a habituellement. Je notais tout parce que comme forcément je ne savais rien et je ne maîtrisais pas tous ces éléments-là, donc je notais aussi avec Pascal Fétizon comment ça se passait, et je me suis rendu compte que quand on surfe sur la vague, quand on prolonge un peu cet état de forme, derrière, il faut s'attendre à ce que on ait un laps de temps de méforme qui soit beaucoup plus long. Pour ça que souvent, moi, en tant qu'entraîneur, c'est facile à dire, hein, je dis aux gens de vraiment couper, même si la performance est au rendez-vous, pour ne pas que la phase de sous-compensation, la phase où ça redescend, soit trop longue, si on ambitionne de refaire quelque chose derrière. Alors pour repérer, pour les personnes qui ne seraient pas accompagnées, qui n'auraient pas aujourd'hui mis en place de planification dans leurs entraînements, c'est déjà un premier point qu'on peut leur distiller. Déjà, programmer peut-être votre saison et adopter une planification pour vos objectifs de l'année. Mais par quels moyens on peut repérer un pic de forme? Est-ce qu'il y a des petits indices que notre corps peut nous donner, un retour sur des séances qui vont bien se passer, que l'on pourrait ressortir pour nous faire dire, bien là, je suis dans un état de forme qui est plus qu'acceptable et qui me permet d'aller briguer quelques dossards et quelques courses? Alors, c'est compliqué parce que moi, je déconseille les séances test. Les gens, souvent, les sportifs, les coureurs, veulent je trouve pas le mot, se rassurer. Se jauger un petit peu. Se rassurer. Est-ce que j'en ai assez fait? On n'est jamais sûr de soi. Donc, éviter les séances test. On voit plein de séances tests qui passent. Je me rappelle d'une séance où c'était le 8x800, et donc le 8x800, à la façon dont vous le réalisiez, devait vous prédire votre temps sur marathon. J'ai pas révisé avant de dire ça, donc, mais c'était ça. Et donc les temps réalisés sur les 8x800 donnaient le temps sur marathon. Donc si on faisait 8x800 en 2,45, on allait faire le marathon en 2,45. Mais ça marche pas, ça. Enfin, ça marche pas avec tout le monde, parce que forcément, comment des 800 peuvent renseigner sur 42 km. Donc, éviter les séances test. Néanmoins, et en plus, ce qui se passe souvent, c'est qu'à l'approche de l'objectif, les sensations sont mauvaises. On s'est beaucoup entraîné. Et dans la phase de relâchement, le corps, en fait, ne comprend plus. Il a beaucoup été sollicité, et pour utiliser une expression un peu triviale, on a souvent des sensations de merde. Et moi, je rassure les gens en disant, vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas de bonnes sensations que vous n'êtes pas en forme. C'est peut-être parce que justement, enfin, c'est même probablement parce que votre corps est en train de se régénérer,
Donc souvent, on n'a pas forcément les gages que ça a bien fonctionné. Ce qui permet de savoir si la personne est en forme, c'est est-ce qu'il assimile bien la charge d'entraînement du dernier cycle. Ce cycle à S-2, S-3, S-4 en fonction de l'objectif, ça va dépendre. Si c'est un semi-marathon, c'est 2 semaines avant, donc c'est S-2, S-3, S-4. Sur un marathon, S-3, S-4, S-5. Donc pour pas employer un jargon incompréhensible, S-3, c'est semaine, S-2, semaine, 2 semaines avant l'objectif. S-3, 3 semaines avant l'objectif. Voilà, j'espère que je suis plus clair du coup. Donc là, dans cette capacité d'assimiler le dernier cycle lourd et chargé, c'est un gage quand même que l'athlète est en forme, même si c'est normal qu'il soit fatigué. Moi, je dis souvent aux athlètes, si t'es pas fatigué à ce moment-là, tu le seras jamais. C'est la phase la plus aiguë de ton entraînement. Donc, c'est difficile de mesurer tout ça. De manière objective, c'est difficile. Sur le relâchement, à l'athlète peut-être d'ajuster et de réduire en conséquence si la fatigue se prolonge et se poursuit, de baisser peut-être un petit peu encore la charge de façon à arriver, comme tu le disais tout à l'heure, avec le couteau entre les dents, avec l'envie, en ayant moins couru, et ça, ce sera plutôt bon signe. C'est ça. Mais le bon plan en tous les sens du terme, c'est de trouver la juste sollicitation, le juste volume pour que justement cette phase de décharge, elle se passe bien. Si on est obligé de réduire encore parce que on se sent fatigué, ça veut dire qu'on aura mal estimé la charge d'entraînement et que du coup, on sera plus fatigué, on aura trop sollicité par rapport à ce que ça aurait dû être. Donc, on renvoie les auditeurs à la capsule que l'on avait enregistrée sur la charge d'entraînement, comment la définir et comment la mettre en place. Exactement. Eh bien, chers auditeurs, je vous invite à peut-être prendre un papier, un crayon pour noter vos objectifs de l'année, planifier, aller au plus proche de votre pic de forme qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs. C'est un peu les conseils qu'on a donnés, Bruno. C'est exactement ça. Et chers auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine avec Bruno pour une capsule L'œil du coach. C'est clair, c'est net, c'est précis et on vous apporte des réponses concrètes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Bonne semaine à vous. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!